Alors, si vous ne connaissez pas l'Occitane, je rappelle que c'est un groupe international de cosmétiques naturels et vous allez voir comment la transformation agile peut être au service d'une performance durable. Caroline, c'est à toi. Merci, monsieur. Bonjour à tous. Alors, je vous propose 3 questions pour qu'on redescende du secours en haute montagne et qu'on rentre ensemble dans notre nouveau sujet. Et votre mission, si vous l'acceptez, c'est que vous vous levez si la réponse est oui. Et vous restez assis, bien sûr, si la réponse est non. Cédric se lève tout de suite, j'adore. Je n'ai pas encore posé de questions, mais c'est très bien. Je sens votre enthousiasme, vous êtes encore là. Alors, première question facile. Qui travaille en équipe parmi vous? Ah, voilà. Cool. Ça semble un beau point commun de cette communauté OSV. Deuxième question. Qui parmi vous gère avec ses équipes des aléas, des incertitudes, voire des risques? Encore pas mal de gens debout. Alors on est tout à fait d'accord qu'on ne parle pas forcément des mêmes risques que le secours en haute montagne, pour tout vous dire. Dans mon entreprise, quand on a des pics de pression, on aime se rappeler qu'on ne sauve pas des vies, on vend juste des crèmes. Donc, bienvenue dans l'univers de la cosmétique, mesdames et messieurs. Vous allez voir qu'il y a plein de résonances avec l'univers du déménagement et du secours en haute montagne. Et dernière question pour la route, je suis obligée de la poser. Qui est déjà rentré dans une boutique L'Occitane en Provence? Oh, pas mal, pas mal. Cool. Alors, pour ceux qui sont assis, je vous invite à faire un petit crochet par la boutique de Chamonix. N'hésitez pas. Je dis ça, je dis rien. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça crache pas trop? Donc, bienvenue chez L'Occitane en Provence. En bref, c'est un groupe qui a 3000 boutiques dans 90 pays dans le monde. On est également distribué en wholesale et en e-commerce. On a aussi la chance de développer nos produits en propre dans 2 usines dans le sud de la France. Donc, ce qui est intéressant dans cette entreprise, c'est qu'on gère toute la chaîne du développement de notre offre jusqu'à sa commercialisation à notre consommateur final. Et ça nous expose aussi à tous les enjeux qui vont avec. Donc, j'imagine qu'un des points communs avec l'industrie de l'outdoor, c'est qu'on est sur un marché dynamique, plutôt bonne nouvelle, innovant, avec des consommateurs exigeants et certainement volatiles, et qu'on est aussi exposé à de nouvelles réflexions sur notre impact, sur notre environnement, sur notre impact carbone. Donc, ça nous amène, je pense aussi, à ces points intéressants qu'on fait aujourd'hui entre nos 2 industries. Alors, moi, je suis Caroline Bisset. J'ai rejoint le groupe il y a 10 ans avec une casquette marketing. Et il y a 5 ans, je me suis fait coopter dans une première équipe pilote qui avait pour mission de transformer un soin visage qu'on venait de lancer en best-seller. Et ce qu'on devait aussi tester, c'était un nouveau cadre de travail agile. L'intention était d'être plus performant dans notre activité au quotidien. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi. Ce produit est aujourd'hui top 5. Alors que historiquement, on vendait beaucoup plus de crème main que de soins visage. Donc, belle victoire pour le groupe. Ça nous a appelé à dupliquer ce test sur un autre gros sujet pour l'Occitane, Noël, qui représente 30% de notre chiffre d'affaires. Petite pression. Et deuxième succès. Et ça nous a amené à se dire qu'on avait tout intérêt à déployer cette nouvelle manière de travailler ensemble dans tout le département en charge de développer notre offre et nos campagnes de communication. On développe en moyenne 300 produits par an et une vingtaine de campagnes de communication. Et c'est aujourd'hui avec cette casquette d'agent du changement interne et de coach agile que je viens vous partager un bout des coulisses de cette transformation qui est au service d'une performance qu'on souhaite plus durable. Alors, la performance chez l'Occitane. Je vous amène avec moi à mon premier staff meeting il y a 10 ans. Je rencontre notre directeur financier qui nous fait un exposé extrêmement clair de nos ventes et nos profits par marché, par catégorie produit et par canaux de distribution. On avait des croissances à 2 chiffres, on était plutôt content de notre performance et selon moi, il ne manquait rien. Sauf qu'en tant qu'employé, j'ai observé un virage assez intéressant il y a 5 ans. Qu'est-ce qui a changé dans le groupe? On a le fils de notre actionnaire majoritaire, Adrien Gégère, qui a rejoint l'équipe de direction. Nouveau souffle, nouvelle génération, nouvelles problématiques sur la performance.
il a amené 2 nouvelles dimensions dans les réflexions. Les réflexions environnementales avec la planète et les réflexions sociétales avec le people. Et on a posé cette définition des 3 P. People, planète, profit. L'intention, c'est quoi? C'est de se dire qu'aujourd'hui, notre ambition, c'est de créer de la valeur sur ces 3 dimensions. Alors bien sûr, le profit, on a d'énormes coûts fixes avec nos employés, nos boutiques. L'objectif est d'avoir une activité saine, rentable, qui nous permette de continuer d'investir et de se développer. Mais ce n'est plus une fin en soi. L'objectif, c'est de repenser notre impact sur la planète avec une très belle ambition, c'est d'arriver à être régénérateur. Alors avant ça, c'est déjà de réduire notre impact carbone, entre autres, et de trouver de nouvelles manières de développer et commercialiser nos produits. Et enfin, on a une énorme responsabilité sociétale. On travaille avec 10 000 employés. On a aussi avec nous d'énormes partenaires, des producteurs de composants naturels qui comptent sur nous. Et on a bien sûr aussi un contact direct avec beaucoup de consommateurs. Et je suis allée vous chercher pour la présentation d'aujourd'hui un slide de notre dernière réunion budgétaire. Alors certains d'entre vous doivent se prêter à ces rituels annuels de pilotage de la stratégie et de la performance. Chaque filiale arrive avec un état des lieux, un atterrissage de sa performance par rapport aux objectifs qui ont été fixés il y a 1 an. Et ce slide introduit toutes ces réunions et toutes ces discussions. Hyper intéressant de noter que bien sûr, on fait un état des lieux de notre bottom line, de notre performance, on a des objectifs commerciaux et on a des objectifs sur nos 2 autres P, planète et people. Pour vous citer les derniers, ambition de réduire de 10% notre consommation d'électricité dans le monde. Ambition de réduire à 0 notre fret aérien d'ici 2025. Je ne vous raconte pas ce que ça veut dire pour servir l'Australie. Ambition de passer tous nos produits en 100% recyclés et recyclables. Donc voilà, pas mal d'objectifs. Sur la partie people, un gros focus en ce moment sur le turnover rate et sur le bien-être de nos employés, particulièrement nos vendeuses en magasin. Et on travaille avec Great Place to Work, par exemple, là-dessus. Et vous voyez flotter un joli bicorp en haut. Ça a été un énorme chantier pour le groupe qu'on a amorcé il y a 3 ans et qui a travaillé sur les 3 dimensions, les 3 P. C'est une certification extrêmement exigeante et on vient de réussir à obtenir cette certification il y a quelques semaines. Donc une belle fierté qui montre aussi que cette nouvelle dynamique sur les 3 P nous a vraiment permis de faire bouger toute l'organisation. Donc on est très fiers, mais on est loin d'être dans une dynamique régénérative, donc l'aventure continue. Plan d'action posé, 3 P. Ce que je note aujourd'hui au sein des équipes marketing, par exemple, c'est que ces 3 P sont rentrés dans le langage commun. Je trouve ça extrêmement intéressant d'entendre un chef de produit dire, là, sur cette nouvelle innovation, bon, j'ai dégradé un petit peu ma marge. Par contre, je suis à l'objectif planète, c'est-à-dire que je suis 100% recyclé et recyclable. Donc, il faut y aller, je vais en parler au contrôle de gestion, on pousse. Sur cet autre produit, là, d'un point de vue marketing, moi, l'eau florale de rose, je pense que ce n'est pas la meilleure approche. Il n'empêche que nos producteurs de rose comptent sur nous à Grasse. Ils ont besoin de ces volumes. Si on arrête ce produit, ils meurent. Donc, pour notre objectif People, on va repenser aussi la formulation de notre produit pour être partenaire avec eux sur le long terme. Donc, on voit que, bien sûr, on pense profit, on pense impact pour notre consommateur, mais on pense aussi planète et People pour orienter tous nos développements. Donc, le cadre est posé, on a nos 3 P. Il y a déjà énormément de travail à faire pour faire bouger une organisation de l'intérieur. Et si avec ça, ce serait simple. Alors, une autre question pour vous, vous pouvez juste lever la main. Qui était déjà en activité dans l'entreprise que vous représentez aujourd'hui lors du premier confinement? Bon, je crois qu'on peut se dire bravo. On a passé une sacrée vague. Je ne sais pas vous, mais nous, ça a été extrêmement challenging. On a fermé le travel retail, la Chine, le Japon pendant des mois, des marchés extrêmement rentables et stratégiques pour nous. Ça a été un accélérateur de transformation. Et ce n'est pas la seule vague qu'on se prend. Nous, il y a la guerre en Ukraine qui impacte énormément notre industrie, la crise des matériaux, les évolutions de réglementation drastiques en ce moment en Corée, aux États-Unis. On a aussi l'évolution des réseaux sociaux qui rechallengent toutes nos croyances marketing. Et j'en passe et des meilleurs. Donc, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, on ne s'ennuie pas. Et à chaque vague, il faut apprendre à passer la vague, idéalement la surfer.
Ce qui est intéressant, c'est de se dire comment il faut qu'on désapprenne, on réapprenne, qu'on innove pour idéalement même faire de cette vague une opportunité. Sauf que chez l'Occitane, passer les vagues, c'était de plus en plus dur. En 40 ans, le petit groupe très très agile et entrepreneur de ses débuts était devenu une très belle limousine, une très grosse limousine, voire un paquebot, qui avait passé le milliard de chiffre d'affaires il y a déjà quelques années, qui avait développé des équipes multisites, multiculturelles, multifonctionnelles. C'était une très belle victoire. On a challengé l'univers de la cosmétique, on a amené des nouveaux codes avec l'Occitane en Provence. On a mis l'emphase sur la cosmétique naturelle, qui n'était pas du tout à la mode il y a 40 ans. Donc c'était une très belle victoire. Et on était de plus en plus lourd, de plus en plus gros. On avait de plus en plus de mal à prendre les virages ou à prendre les vagues. Beaucoup de silos entre les départements, beaucoup de difficultés à communiquer, à collaborer efficacement. Donc là, l'intention d'Adrien Gégère, vous vous rappelez, qui a rejoint le board il y a 5 ans, c'est de se dire, OK, il faut absolument qu'on retrouve l'entrepreneuriat de nos débuts. Il faut qu'on recrée une dynamique de start-up dans notre grand groupe, des petites cellules agiles, autonomes, qui arrivent à avancer vite et à s'adapter à ce qui arrive. Et c'est avec cette ambition qu'on a créé ce département transformation il y a 5 ans. Vous voyez la mission s'afficher à l'écran. Donc l'idée, c'était de redonner le pouvoir aux équipes, d'être capable de s'adapter et d'être entrepreneurial pour être encore là dans 100 ans. Et j'aime bien la temporalité qui est apparue il y a 5 ans. Moi, quand j'ai rejoint le groupe, une fois de plus, il y a 10 ans, on me donnait des objectifs à 1 an, à 3 ans, à 5 ans, de X% de croissance, d'aller prendre des parts de marché à droite et à gauche. On ne m'avait jamais parlé d'être encore là dans 100 ans. À 25 ans, j'y pensais même pas. Donc, cette temporalité, elle nous remet aussi face à de nouvelles responsabilités et de nouvelles réflexions sur l'impact qu'on va avoir sur les générations futures et la planète de demain. Et ce qui est intéressant, c'est de noter que ce département, il s'est créé en même temps qu'un autre département, le département du développement durable, qui a porté le projet Bicorp. Donc ces deux sujets et ces deux transformations se sont faites de manière synchronisée au sein de l'organisation pour faire bouger les 2 P, People et Planète. Est-ce que certains parmi vous travaillent dans un cadre agile ou sont en train d'amorcer une transformation ? Je serais ravie qu'on échange ensemble parce qu'en toute transparence, nous, on a réalisé chez l'Occitane en Provence que ça représentait pour nous surtout un changement de paradigme. On avait 40 ans d'histoire, une ADN très installée et finalement, l'objectif de cette transformation, c'était avant tout de nous faire bouger en termes de culture d'entreprise. Donc ça veut dire quoi, changement de paradigme ? Je me suis dit, qu'est-ce que je peux vous raconter là-dessus en 30 minutes ? Il m'en reste 17. J'ai essayé d'attraper 5 virages clés qu'on a amorcés pour vous montrer un petit peu le switch que ça a représenté pour nous en interne. Premier virage. Pour une organisation performante, notre conviction, c'est qu'il faut bien sûr aller chercher d'excellents leaders au niveau des équipes, au niveau des départements et au niveau de l'organisation. On est toujours convaincus, je vous rassure, que ces leaders, ils amènent une vision, ils amènent un cap et ils arrivent à embarquer. Trop cool. Sauf que les leaders ne sont jamais seuls. L'histoire ne retient que Steve Jobs. On oublie les acolytes des débuts, qui ont aussi craqué les belles premières innovations. Et on parle très peu des équipes brillantes et innovantes qui étaient aux côtés de Steve Jobs et qui ont fait le succès qu'on connaît aujourd'hui. Dans un autre registre, notre cher Adrien Gégère, qui est arrivé pour amener cet élan de transformation, n'aurait jamais pu faire bouger l'organisation à lui tout seul. Donc le message fort, c'est de se dire que bien sûr, il nous faut des leaders brillants et que si on arrive à exploiter le plein potentiel de toutes les ressources dans l'organisation, là, on va pouvoir vraiment avoir un impact et atteindre une performance démultipliée. Et c'est là qu'on parle de notre intelligence collective, dont on a déjà entendu parler dans les 2 présentations précédentes. Alors ça a voulu dire quoi chez nous, essayer de stimuler l'intelligence collective concrètement ? Je reviens à mon département en charge, vous vous rappelez, de développer les produits et les campagnes de communication. À l'époque, il y a 10 ans, on avait des jolies pyramides. On avait nos experts en développement produit. On avait un super leader et on avait plein de strates hiérarchiques, plus ou moins dans l'exécution de la stratégie donnée par le leader qui nous disait sur quoi il faut bosser et comment il faut bosser. Et à côté, il y avait une autre pyramide, les experts en digital, une 3e, les experts en communication, et j'en passe et des meilleurs. D'après vous, qu'est-ce qui se passait entre les pyramides ? C'était compliqué.
Donc on se passait la patate chaude, on essayait de construire un projet cohérent, mais les interactions n'étaient pas des plus fluides. Donc on a cassé tout ça, on a cassé toutes les pyramides. Et on a décidé de créer des équipes multifonctionnelles flat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, le chef, le big boss, le manager, on le sort. On le sort des équipes. On l'adore. Il est là pour recruter, il est là pour accompagner le développement, il est là pour évaluer. Mais il n'est pas là au quotidien, aux côtés de ses équipes. Qu'est-ce que ça change? Ça change peut-être qu'on a moins envie de faire plaisir à notre boss et qu'on a un peu plus à cœur de servir les besoins de notre conso. Hyper intéressant de voir le shift que ça amène, déjà de sortir la pression managériale du quotidien des équipes. Ensuite, on garde un leader, un profil plus senior qui a une capacité à absorber toutes les demandes et les enjeux et à prioriser et à identifier sur quoi cette équipe va avoir le plus d'impact et de valeur à travailler. Mais il s'arrête là, il ne va pas dire comment faire. Et ensuite, on a plein d'experts en produits, en com, en digital, qui, à eux tous, gèrent toute la chaîne de réflexion, qui vont craquer le comment. Donc on dit sur quoi il faut bosser, et les équipes, c'est eux qui savent, ils vont craquer le comment. Et là, ça fait émerger plein d'idées, surtout qu'on a des profils très différents dans les équipes, donc ils ne sont jamais d'accord, trop cool. C'est là qu'on a des super discussions, moi je parle de healthy conflicts. Il vaut mieux qu'on se teste là que sur le marché en face de nos concurrents, avec notre conso final dans 3 ans. Donc maintenant, on a 6 équipes flat qui sont chacune en charge de développer une catégorie produit, de A à Z, de la formulation jusqu'à la communication. Donc on a nos équipes, trop cool. Maintenant, sur quoi elles vont bosser? Alors historiquement, on travaille, j'imagine comme beaucoup d'entre vous en entreprise, sur des belles roadmaps annuelles avec des objectifs posés qu'on valide avec la terre entière. Trop cool. On se dit que si nos objectifs sont ambitieux et sont smart, on sera performant. Sauf que, je pense que l'image parle d'elle-même. Il y a la théorie et il y a la pratique. Donc on est convaincu qu'il faut continuer d'avoir ces caps, ces roadmaps. On travaille à 1 an, on travaille même à 3 ans. Il n'empêche qu'on a développé aussi en parallèle une hygiène de repriorisation constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos équipes, tous les 15 jours, ou toutes les 3 semaines maximum, se posent 2 heures. Ça peut paraître énorme, mais c'est rien pour réajuster la charge, le focus de l'équipe en fonction de tous les aléas, complexités, opportunités qui sont apparus dans les 15 derniers jours. Donc c'est une nouvelle hygiène de repriorisation qui se met en place à l'échelle de l'équipe et à l'échelle du top management, on se repose tous les quarters, tous les trimestres. Donc toutes ces strates de priorisation nous permettent de naviguer un peu plus fluidement aussi dans les aléas qui émergent et dans les vagues qu'on essaye de surfer. Et peut-être qu'on va s'arrêter à ce virage-là. Ah non, ça y est. Ah, je voulais juste vous montrer concrètement le cycle que ça peut représenter. Donc on parle de sprint. Et l'idée, c'est que chaque équipe capitalise sur des outils de management visuel. Ça nous permet d'avoir de la transparence sur la charge et d'inspecter et d'adapter les sujets en équipe. Donc on a nos équipes flat et auto-organisées. On a cette hygiène de priorisation. La troisième question, c'est comment on peut optimiser notre performance dans la manière de développer nos produits et nos campagnes de communication. Donc historiquement, un bon chef de produit ou un bon chef de communication passait énormément de temps à construire des briefs parfaits. Des briefs extrêmement documentés sur les tendances de marché, les tendances de la concurrence, les chiffres, les études conso. Et on considérait que si le brief était solide, on allait cartonner. Sauf que pas tout le temps. Pas tout le temps, et en essayant de creuser et de comprendre le pourquoi, on a réalisé que finalement, nos consommateurs évoluent très vite. Et en plus, nous, on met 3 ans à développer un produit en moyenne et 1 an à développer une campagne de communication. Donc autant veut dire qu'il se passe plein de choses pendant ce laps de temps. Donc notre brief peut être parfait à l'instant T pour les besoins du moment, mais ils ne répondent pas forcément à ce qui va arriver dans 3 ans quand on va livrer notre produit à notre consommateur. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut essayer de changer dans notre manière de développer les produits pour être plus pertinent. Et c'est là qu'on a découvert cette notion d'itération. Donc le principe, c'est d'essayer finalement assez rapidement de proposer quelque chose à notre consommateur, une première version, et d'aller chercher du feedback. Et ce, tout au long de la chaîne de développement, pour pouvoir se nourrir de ces feedbacks et essayer de faire ajuster
le produit au plus près des besoins du conso. On a des contraintes industrielles. On ne développera pas en 3 mois un produit. On doit faire des tests qualité, des tests d'usage. Donc la magie de cool, on se met en agile, on va gagner 4 fois le temps de développement. Chez nous, en tout cas, on n'a pas du tout réussi. Mais l'objectif, par contre, c'est d'être très pertinent. C'est-à-dire qu'on a des projets qui vont se planter. La grande différence, c'est qu'ils vont se planter beaucoup plus tôt. C'est-à-dire qu'on va arrêter des projets en cours de route, peut-être au bout de 2 semaines, 2 mois, et pas 2 ans et demi d'efforts. Et ça a été hyper précieux pour essayer d'être plus pertinent dans l'investissement de nos ressources. Et on a un nouveau mot dans notre vocabulaire, MVP, que certains peut-être connaissent déjà, Minimum Viable Product. Donc l'idée, c'est quoi chez nous? C'est de se dire, voilà, quel est le petit bout du projet qu'on peut déjà livrer pour interagir avec notre conso. Alors 2 choses. Nous, on n'a pas la chance d'avoir notre conso dans nos bureaux à disposition quand on veut. Donc qu'est-ce qu'on fait? On parle à nos filiales qui sont proches de nos consos japonais, américains. On parle à nos vendeuses qui sont aussi au plus proches des besoins de nos consos. Et de temps en temps, on a le luxe d'aller chercher des vrais consos du moment. Et on découpe le mammouth. On aime bien prendre cette image parce que nous, nos projets, ils sont très très lourds en process. Et on propose un petit sujet et on prend du feedback. Donc typiquement, aujourd'hui, je vais vous montrer le packaging. On en pense quoi? Vous comprenez les bénéfices, c'est clair, c'est sexy, vous trouvez ça moche et on essaye d'ajuster. Demain, on va vous proposer le selling speech, c'est-à-dire le discours de vente de notre vendeuse. C'est impactant ou pas? J'ai de toute façon 30 secondes pour vous expliquer le projet, donc si vous achetez pas, c'est qu'il faut que je retravaille ça. Et à chaque fois, ça nous permet de muscler notre offre. Il n'empêche que, malgré ça, ça ne marche pas toujours. Et c'est normal. Et c'est vrai que notre conviction au démarrage, c'était de se dire que nos équipes seront performantes si elles sont 100% focus sur la production. Donc on était à fond. Pour le coup, l'Occitane a la chance d'avoir beaucoup d'employés extrêmement engagés. Il n'empêche que parfois, ils roulaient avec des roues carrées. On n'était pas très efficace. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce que finalement notre énergie, à certains moments, il ne faudrait pas qu'on la mette ailleurs pour gagner en performance? Et c'est là qu'on peut reprendre cette idée de rétex qui est apparue juste avant. Effectivement, nous, on faisait parfois des rétex. À la fin d'un gros projet, vous vous rappelez, on met 2 ans à développer quelque chose. On peut se poser et dire, alors, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé? Mais si on fait ça que tous les 2 ans, notre capacité d'amélioration est quand même assez réduite. Et là, l'Agile nous a amené un rituel qui a été un vrai game changer dans notre organisation, c'est la rétrospective. C'est exactement le même principe que le rétex. L'idée, c'est de se dire que ça peut prendre plein de formes différentes, mais qu'on essaye de mettre l'emphase sur qu'est-ce qui s'est bien passé. Il ne faut pas oublier cette partie-là. Sur quoi on est bon, qu'on le conscientise pour continuer de capitaliser dessus. Qu'est-ce qu'on n'a pas très bien fait et qu'est-ce qu'on peut tester dès demain. Et l'objectif, c'est d'être orienté solution. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, on le fait aussi tous les 15 jours. Donc, on ne le fait pas à la fin du projet. À chaque sprint, à chaque itération, avant de faire la priorisation, justement, on se pose en équipe et on se dit comment on peut huiler les rouages, comment on peut gagner en efficacité. On ne va pas révolutionner tout le process industriel demain. Par contre, on peut peut-être faire quelques ajustements à notre échelle qui vont changer notre quotidien. Et c'est le rituel préféré des équipes aujourd'hui. Je pense parce que c'est un moment de cohésion très forte où on se sent acteur aussi de notre quotidien. On arrête de subir les problèmes, on essaie de trouver des solutions. Et c'est extrêmement gratifiant tous les 15 jours de voir qu'on a réussi à faire bouger un peu le curseur. Donc on a des beaux outils, on a une organisation flat, on a de la priorisation, de la rétrospective, on a des MVP. Donc on se dit, on est prêt pour une transformation à l'échelle, on peut y aller. On a notre boîte à outils, plug and play. Sauf que, en 2018, beaucoup de transformations se sont mises en route. Il y avait aussi la vague de digitalisation là, qui s'accélérait, le Covid n'était même pas encore arrivé, et 70% des transformations apparemment échouaient. Et là, on s'est dit, pourquoi? Ça veut dire que la boîte à outils n'est peut-être pas suffisante. Donc, on a remis en perspective ces outils avec nous, la culture de notre entreprise. On s'est dit, où est-ce que ça va peut-être coincer? Et typiquement, on a réalisé que si on n'avait pas la capacité à se dire les choses, à formuler les problèmes et les demandes, toute la dynamique itérative de priorisation et de rétrospective ne pourrait pas fonctionner. Donc, on a remis une emphase extrêmement forte sur finalement le switch culturel en mettant, par exemple, un focus fort sur la culture du feedback.
Ça peut paraître anodin, mais ça change tout. Bien sûr, on a été accompagné par des coachs au démarrage externes qui nous ont donné la boîte à outils, mais ce qu'on a réalisé, c'est qu'il fallait qu'on fasse bouger l'intérieur et qu'on transforme tous les employés en agents du changement. Donc pour ce faire, toute personne qui rejoint le groupe, même les stagiaires, deviennent des experts du feedback. On les forme et ensuite on cultive les espaces pour pratiquer le feedback extrêmement régulièrement. C'est comme en sport, on peut s'acheter une belle paire de baskets, si on ne court pas régulièrement, on ne fera jamais des bons chronos. Donc l'idée, c'est qu'au quotidien, on muscle tout le monde pour qu'il soit à l'aise pour naviguer après dans l'univers agile qu'on essaye de mettre en place. Voici les virages que je voulais vous partager. En bref, si on revient à notre thématique du jour qui nous rassemble, j'espère que vous aurez compris que notre définition de la performance durable s'articule autour de ces 3 P, People, Planet, Profit. Et que l'objectif pour nous, pour tendre vers cette performance durable, et on sait que c'est un gros défi, c'est de capitaliser sur nos employés à tous les niveaux de l'organisation pour qu'ils soient adaptables, résilients et innovants. Et notre parti pris, ça a été d'amorcer cette transformation agile. On a déjà quelques virages à notre actif, on en a d'autres qui arrivent. Tout ça, ça se cultive. On n'arrive pas d'un point A à un point B. C'est vraiment une nouvelle hygiène de travail. Mon message, c'est que ça nous a permis d'être dans une dynamique d'amélioration continue et de remise en question permanente. Et je pense que c'est cet état d'esprit qu'il faut garder. Il n'y a pas de virage parfait à prendre, il n'y a pas un protocole, une recette magique. À chaque entreprise, organisation, de trouver sa voie et ce dont elle a besoin pour faire bouger le curseur vers sa propre définition de la performance durable. Mais j'ai envie de piquer, par contre, à l'état d'esprit agile, 2 choses. La première, c'est qu'ils adorent dire « think big, start small ». Donc, soyez ambitieux et commencez petit. Mais commencez demain, pas dans 3 ans. Et fail fast, learn fast. Donc, expérimentez, n'ayez pas peur de vous planter. C'est comme ça que vous allez apprendre et que vous allez être performant demain. Et j'en rajouterai un 3e, partagez. Partageons comme on fait aujourd'hui. C'est ça aussi l'intelligence collective pour moi. C'est que grâce aux expérimentations et aux témoignages de chacun, on se donne des idées qui vont nous donner envie d'aller ensemble vers les solutions d'aujourd'hui et de demain. Donc merci encore à l'OSV pour l'invitation. Et je vous laisserai avec une dernière question. J'ai envie de vous demander ce que vous avez envie de tester demain avec vos équipes pour être encore là dans 100 ans et fiers de votre impact durable. Merci. Merci beaucoup, Caroline.